Rentrée donc pour Emmanuel Macron, rentrée plus généralement pour tous les partis politiques. Vous avez tous parlé de ce Macron en deux. C'est aussi le cas pour l'opposition. Tous les partis se sont remis en cause après cette victoire finalement inattendue l'année dernière. Et cette année, ils cherchent à exister tout simplement parce que le PS est inaudible, les Républicains sont divisés, le Rassemblement national pourrait déposer le bilan. C'est grave, docteur ? Alors, sur le dépôt de bilan quand même du Rassemblement national, effectivement... il y a peut-être une dramatisation. Voilà, le Front National, l'ex-Front National, aujourd'hui Rassemblement national, je pense quand même, n'est pas là de faire faillite. Ils ont un énorme problème financier. Ouais. D'ailleurs, ça pose un problème démocratique de savoir à partir de quel moment, et ça a été soulevé même par des gens du Parti Socialiste comme Rachid Temal, de dire pour opposants politiques qu'il était avec le Front National ou le Rassemblement National, de soulever la question de l'aspect judicieux qu'un juge mette en demeure un parti comme ça à titre préventif et lui confisque ses subsides. C'est pas un très bon signal envoyé d'un point de vue démocratique, même si le Front National, s'il a commis des erreurs, notamment dans le dossier des assistants parlementaires au Parlement européen, de détournement ou de contournement d'utilisation de fonds publics, devra payer ses amendes. Après, bon, là, on est plus dans quelque chose de judiciaire, de financier, mais il y a un problème de fond et qui touche à l'humanité tout entière. C'est l'individualisme des gens aujourd'hui dans nos sociétés. Faire partie d'un parti, c'est comme faire partie d'une association, c'est faire partie d'un corps social, d'un groupe. Aujourd'hui... tout ça a changé. C'est même pas l'élection d'Emmanuel Macron qui a changé, c'est juste la société. Je pense qu'Emmanuel Macron accélère ça d'une part parce qu'il a montré électoralement qu'on pouvait devenir président de la République quasiment ex nihilo en fondant un mouvement un an après, mais aussi parce que philosophiquement, la philosophie d'Emmanuel Macron, comme le disent ses amis un peu pompeusement, c'est l'holistique de l'émancipation. C'est-à-dire de favoriser pour l'individu les conditions qui créeront son émancipation. Mais entre l'holistique de l'émancipation et l'individualisme, la frontière est un peu ténue. C'est-à-dire que, en gros, dirait la gauche, c'est à chacun de se battre dans une société un peu compétitive, dans un monde nomade, et à partir du moment où, ok, chacun part avec les mêmes armes que lui offre la société, mais après c'est une compétition, il y a un côté un peu capitalistique, de management anglo-saxon là-dedans, que le meilleur gagne. Or, la tradition sociale française, c'est aussi une tradition, mine de rien, un peu collectiviste, et en tout cas de faire en sorte que la société puisse aider l'individu, le porter, le protéger le cas échéant. Et les partis politiques, comme les syndicats, comme les associations, comme les corps sociaux, que peut être même l'Église ou d'autres corps sociaux, sont aussi là pour aider les gens, pour aider la personne qui est faible, pour le protéger de la meute, pour le protéger des impératifs sociaux et économiques. Et les partis politiques, je crois aussi, fondamentalement, souffrent de cette individualisation de la société. Et aujourd'hui, on se dit, à quoi bon militer dans un parti politique ? Après, on parlera du problème des incarnations aussi, hein, mais fondamentalement, pourquoi aujourd'hui, en 2018, on va militer dans un parti politique, alors que quelque part, si je me débrouille bien tout seul dans ma vie de tous les jours, avec mes réseaux sociaux, avec mes quelques amis, avec mon boulot, avec mon compte en banque, avec ma mobilité, avec mon adaptabilité au monde tel qu'il est, j'ai pas besoin qu'un parti verticalement comme ça vienne me représenter. Je suis d'accord sur le désamour un peu de la fraternité, de la solidarité finalement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les partis politiques traversent une faillite, vous l'avez dit, presque humaine finalement, où leurs ambitions ne sont plus en adéquation avec cette foi inébranlable dans la réussite individuelle, portée par Emmanuel Macron mais portée par le monde dans lequel on vit. De la Startup Nation, c'est vrai, de pouvoir réussir en partant de rien, si les conditions sont bonnes pour s'enrichir économiquement, spirituellement, socialement. C'est le modèle américain, c'est le rêve américain finalement qui s'émancipe et qui gagne aussi le continent européen, qui gagne aussi le cœur des Français. Des jeunes qui veulent s'en sortir par eux-mêmes sans avoir l'aide d'une structure familiale, religieuse ou politique. Mais alors, pour revenir sur le cas précis des partis politiques, on parlait du Front National, c'est intéressant, vous parliez de faillite financière, mais une faillite idéologique aussi, qui est évidente au Front National. Il ne faut pas oublier que Marine Le Pen a perdu Philippot, qui était son plus fidèle cerveau et lieutenant, qui a amené une part de socialisme de cette manière au Front National, avec un État jacobin, protectionniste, protecteur, avec cette idée aussi de nationalisation des entreprises, etc. Donc Philippot avait apporté une dimension presque socialiste au Front National. Aujourd'hui, Philippot est parti, Marine Le Pen se retrouve seule. La ligne idéologique du Front National n'est plus claire du tout. On ne sait
sait plus ce qu'il pense, ils ont énormément de divisions internes. Marion Maréchal-Le Pen, qui n'est plus dans la vie politique, mais qui a fondé une académie des sciences politiques à Lyon, donne l'impression de se réintéresser toujours aux faits publics. Donc évidemment, le Front National est dans une impasse complète. Les Républicains, on n'a pas encore parlé, mais Laurent Wauquiez a du mal à trouver cette incarnation qu'on recherche souvent à droite, du chef, de l'autorité. Il a beaucoup de mal à s'imposer. Il doit faire front à toutes ces personnes qui soutiennent Macron par pragmatisme économique, par pragmatisme politique. La gauche, le Parti socialiste, pareil, est complètement éclaté. On n'a plus aucune figure aujourd'hui. Olivier Faure est premier secrétaire du Parti socialiste. Peu de Français le connaissent, il n'est pas visible. Aujourd'hui, on parle davantage d'un retour de François Hollande en 2022 que d'une possible élection d'Olivier Faure. C'est dire la situation des partis politiques aujourd'hui. Alors, en effet, il y a un phénomène de désamour peut-être des Français par rapport à ces structures, mais c'est des structures qui sont aussi tuées elles-mêmes par la guerre des chefs, la guerre des égos. Quand on regarde la primaire de la droite par rapport aux dernières élections, les débats étaient limités, enfin même intellectuellement. C'était que des saillies entre candidats, que des bons mots, des petits mots. Et finalement, on avait l'impression qu'aucun ne portait un projet, qu'ils étaient tous là pour s'assassiner les uns les autres. Et je trouve que les partis ont aussi été fatigués, malmenés par ces chefs qui ont mené des guerres d'ego, qui ont mené ces partis à cette chute qui était finalement inévitable. Je ne suis pas d'accord quand même sur les primaires, d'ailleurs que ce soit de la droite ou de la gauche. Le résultat des primaires est assez contestable, ou en tout cas signe l'échec d'aujourd'hui. Mais sur le processus qui a été celui des primaires de la droite, où vous aviez quand même le fillonisme qui était une idéologie conservatrice de droite libérale très identifiée, le juppéisme, un peu la politique des accommodements raisonnables avec je dis pas qu'il n'y a pas d'idéologie dans les candidats. Honnêtement, les débats ont été plutôt d'assez bon niveau, j'ai trouvé. Et quant à la primaire de la gauche, elle a donné lieu à vraiment une clarification un peu stupéfiante idéologique avec la victoire de Benoît Hamon. Mais disons que la social-démocratie s'est un peu sabrée en direct avec le choix d'un homme qui était quand même très à gauche de ce dont nous avait habitué la gauche de gouvernement depuis des années. Mais même François de Rugy, qui était candidat à l'époque au titre... d'anciens membres d'Europe Écologie Les Verts, avaient des positions tout à fait différentes de celles que pouvait être Manuel Valls, qui était cette gauche très laïque, pareil, très compatible avec l'économie de marché. Donc moi, j'ai trouvé que ces moments-là ont été très forts. En revanche... pour quel résultat Oui, mais alors, ce qui a découlé ensuite, c'est un problème judiciaire pour François Fillon, donc avec un crash de sa campagne. Benoît Hamon qui a flatté peut-être les bas instincts de l'électorat de gauche pendant la primaire, mais qui finalement a laissé un peu ensuite la gauche mainstream, pardon pour cet anglicisme, mais en déshérence ensuite, et qui s'est massivement tournée vers Emmanuel Macron. Effectivement, vous avez aujourd'hui, là où je vous rejoins, des problèmes idéologiques dans chaque parti, puisque au-delà des problèmes d'incarnation, les droites ne savent plus encore où elles habitent. Laurent Wauquiez sur la question de l'Europe, par exemple, je pense pour l'opinion, c'est assez illisible. On ne sait pas encore s'il est europhobe, s'il s'est converti à l'europhobie, ou s'il reste dans la tradition de la droite de gouvernement quand même europhile ou pas trop eurocritique. Vous avez le Parti socialiste effectivement qui est obligé d'un peu de déborder sur sa gauche, parce que Olivier Faure, qui est l'actuel premier secrétaire du Parti socialiste, initialement c'est quand même quelqu'un d'assez social réformiste, qui est vraiment le socialisme bon teint, clairement. Et comme il a face à lui Emmanuel Macron, il est obligé de rajouter des tonnes pour jouer à l'opposant. Et puis vous avez aussi la France insoumise qu'on n'a pas mentionné, avec un Jean-Luc Mélenchon qui peut-être est un peu trop sur devant de la scène, bien sûr, une bonne incarnation, mais qui résultat met un peu derrière l'organisation de son parti et la ligne idéologique, dont parfois notamment sur les questions sociétales, on ne sait pas trop si ça flirte parfois avec les indigènes de la République, avec une gauche qui a des problèmes avec la laïcité. Ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Sur Marine Le Pen et Florent Philippot, je nie pas que Florent Philippot travaillait beaucoup et beaucoup plus que de nombreux cadres du Front National à l'époque où il était autour de Marine Le Pen. En revanche, étant donné les perspectives politiques qui sont les siennes aujourd'hui, je ne suis pas sûr que son créneau était non plus très porteur quand on voit la situation dans laquelle il est et les intentions de vote qu'il a aux élections européennes, et surtout son incapacité à garder les quelques maigres soutiens qu'il avait autour de lui, type Sophie Montel, l'eurodéputée, ou d'autres. Mais est-ce que le paysage politique français pourrait s'en trouver bouleversé
C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après, et il va falloir apprendre à faire de la politique autrement. En fait, le risque que l'on a aujourd'hui à détruire le bipartisme, à savoir deux forces traditionnelles de la politique l'une contre l'autre, c'est de ne laisser le choix que d'Emmanuel Macron contre les extrêmes. C'est qu'on a l'impression aujourd'hui que si le Parti socialiste ne trouve pas une incarnation, si la droite républicaine ne trouve pas une incarnation, on aura certainement, aux prochaines élections, un Emmanuel Macron soit face à la France insoumise, soit face au Front National, et qu'on aura une forme de répétition de l'histoire où Emmanuel Macron sera en définitive la seule force républicaine, modérée si l'on veut, par rapport à deux extrêmes qui, eux, pour le coup, quelles que soient les défaillances des partis, quelles que soient les défaillances de personnes, gardent quand même un électorat qui pourra se manifester à nouveau. Donc on a l'impression d'être d'un nouveau bipartisme qui est la République d'Emmanuel Macron contre ces extrêmes, finalement. Et c'est le risque que l'on court si la droite républicaine et le Parti socialiste ne trouvent pas de solution. Et c'est vrai qu'en tout cas, Emmanuel Macron joue à fond cette carte, puisque évidemment, c'est dans son intérêt. Jean-Luc Mélenchon a été très mis en scène depuis le début du quinquennat. Ils sont 17, je crois, députés dans son groupe. Honnêtement, on n'entend que... alors qu'il y a 110 députés, les Républicains. La faute aussi aux Républicains de résoudre leurs problèmes d'ego, leurs problèmes idéologiques, la question de l'insincérité de la proposition politique de Laurent Wauquiez, qui pose toujours question. Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable cyniquement au-dessus de tout ça en train de tirer les fils de la marionnette, mais il joue peut-être un jeu dangereux effectivement en jouant lui contre les populistes.